Merci à Khady Sylla pour le journal de 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la 4e et dernière partie de votre magazine, l'édition du soir. Au menu, le dossier du jour signé Mahmoud Diaby Gassama. Notre invité, le docteur Boubacar Camara, qui est le président fondateur du Parti pour la construction et la solidarité Diengo Tabar. Mais également, Issa Tine sera de la partie pour la vue du net et pour clore la revue de la presse africaine avec Safietou Cissé. Mais bien avant cela, bonsoir à vous, monsieur Camara. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Bonsoir Monsieur Tine. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir également à vous Issa. Bonsoir Awa, bonsoir à tous. Au menu de la vue du net. La 41e bougie donc de Guy Marius Sagna soufflée depuis sa cellule, mais il n'a pas été oublié par les Sénégalais. Donc son anniversaire a été célébré sur les réseaux sociaux et nous y reviendrons plus amplement en fin de ce magazine. Merci à vous Issa Tine et nous allons démarrer par la campagne arachidière de cette année qui est jugée catastrophique par les huiliers. Ils indexent l'État du Sénégal d'avoir fait la part belle aux Chinois. Un dossier signé Mahmoud Diaby Gassama. L'arachide est le principal produit cultivé au Sénégal. Avec l'arrivée des négociants chinois sur le marché, la campagne arachidière est jugée catastrophique selon les huiliers. Cheikh Ahmadou Bamba Fall, président exécutif de Copéol. La filière arachide traverse des difficultés quand même depuis quelques années. Et aujourd'hui, on a atteint quand même, disons, le summum parce que, comme vous pouvez le constater, vous avez deux phénomènes, il faut le dire cette année, quoi qu'on puisse dire, il y a eu un problème avec l'hivernage. De surcroît, vous avez le phénomène d'exportation des graines vers la Chine, qui aujourd'hui met en péril toute la filière de trituration huilerie au Sénégal. L'avenir du secteur de la filière est menacé. Il faut dire que l'emploi est menacé, ça il faut le dire, il faut être très clair. Parce que tant que vous avez cette distorsion structurelle, aujourd'hui, il sera beaucoup plus intéressant d'exporter de la graine que de la faire triturer au Sénégal. Donc ce que je vous ai expliqué tantôt. Donc aujourd'hui, il y a une correction à faire. L'État doit 12 milliards aux huiliers. Huiliers privés, je pense que l'on traîne des 2 ans de subvention, ce qui n'est pas anodin, c'est de l'ordre de 12 milliards de francs. Bon, 12 milliards de francs qui traînent dans nos bilans, c'est extrêmement important, parce que cet argent a été déjà payé, sorti, et il y a un coût financier. Hein. Donc, vous faites le calcul, c'est quelques centaines de millions que l'on paye. Tout ceci rajoute à la difficulté de l'huilerie. Professeur Maïssa Babou fait une analyse économique de la situation. Le gouvernement sénégalais pour L'État a ouvert le marché arachidier pour aider les producteurs, mais aujourd'hui les Chinois sont devenus des gourmands. Affaire bi indi problème boo xam ne nii marché lay doon marché ci économie mooy waxaale ba ci boobu. Huiliers et économistes proposent des solutions. li fi am mooy ñoom huiliers ñu dem fekk chinois ci njëg yooyu jënd comme ñoom. Les huiliers doivent adopter le prix du marché ou bien qu'ils financent totalement les producteurs. L'État doit mettre en place des unités pour la transformation de l'arachide. Les autorités doivent octroyer un quota aux Chinois afin de limiter l'exportation. Pour mu bañ yóbbu lépp mais su nga xam ne quota importation boobu su fa eggee exportation boobu nga freiné ko. Il faut voir en premier lieu, faisons des efforts sur la productivité. Ça, c'est primordial. Il faut trouver un juste milieu pour pouvoir avoir que le producteur puisse gagner sa vie décemment et correctement pour qu'aujourd'hui aussi l'huilier puisse survivre. L'idée qu'il y avait d'exporter de la graine, c'était la graine de bouche, qui est une graine mieux valorisée. Et ça, il va falloir que l'on puisse corriger et exporter de la graine de bouche et ne pas exporter de la graine d'huilerie. Tous les pays que vous voyez qui sont concurrents
du Sénégal exportent de la graine, mais de la graine de bouche. L'arrivée des négociants chinois sur le marché de l'arachide au Sénégal en change la donne. Si les producteurs tirent leur épingle du jeu, l'hégémonie des huileries locales est-elle remise en cause? Merci à vous, Mamou Diaby Gassama. À vous, Boubacar Camara, que pensez-vous de cette campagne arachidière jugée catastrophique par les huiliers? Oui, elle est catastrophique, c'est évident, et ce n'est pas surprenant, parce qu'on arrive au bout d'une chaîne d'incohérence qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement dans l'agriculture, très peu d'investissement. Ce n'est pas étonnant aussi, parce que comme l'essentiel de l'argent que nous recevons provient d'un endettement, et l'endettement n'est pas destiné à développer ton pays. Parce que si vous développez votre pays, vous ne vous endettez, vous n'allez plus importer. Donc ça, c'est un problème. Donc, déficit d'investissement, l'équipement n'est pas renouvelé, n'est même pas utilisé, modernisé. Les sols ne sont pas travaillés, la formation n'est pas développée, la recherche non plus. Donc, l'agriculture est le signe d'échec de l'économie sénégalaise. Le prix de l'arachide très faible. Aujourd'hui, on devrait être au moins, selon nos calculs, à 500 francs le kilo. Mais l'arachide n'est pas disponible parce que le foncier, les terres pour la production ne sont pas donnés aux producteurs qui peuvent le faire pendant toute l'année. Ils ne font ça que de façon saisonnière, c'est un problème. Donc les fonctions de cette culture d'arachide ne sont pas remplies. La fonction de nourrir le paysan avec une diversification avec les cultures vivrières, ce n'est pas fait. La fonction de transformation n'est pas faite parce que la Sonacos n'a même pas 10 000 tonnes pour transformer pour avoir de l'huile, donc on est obligé d'importer de l'huile. La fonction d'échange n'est pas faite. Elle est faite de façon très bancale au niveau des louments, avec des échanges et des transports extrêmement difficiles, alors qu'il doit y avoir une bourse d'échange de produits, de différents produits, ce n'est pas fait. La fonction de conservation des semences, les paysans se débrouillent tant bien que mal pour le faire, mais c'est une fonction de la culture arachidière, de l'agriculture de façon générale, qui n'est pas remplie. En plus, il n'y a pas la fonction je vous ai dit, il n'y a pas la fonction qui est essentielle au niveau de l'agriculture, c'est la fonction de vendre. Et cette vente-là n'est pas bien faite. Ce qui fait que le résultat n'est pas étonnant. Mais pour cette année-ci, est-ce que vous jugez acceptable que les paysans en tirent profit au détriment de la Sonacos qui peine cette fois-ci à assurer sa production? Ah non, au contraire. La vocation d'un État, c'est de faire en sorte que la majorité puisse tirer profit de son travail. Les paysans tirent profit de leur travail parce qu'il y a une juste rémunération de leurs produits. C'est à l'État de se débrouiller pour réorganiser le secteur, pour que la Sonacos investisse en amont dans la culture de l'arachide pour récupérer des graines pour la production et ne pas laisser ces graines-là exporter. On ne peut pas reprocher cela aux paysans. Au contraire, si l'État n'est pas capable d'investir pour que la Sonacos puisse avoir des graines et faire la transformation, on a un échec. Et vous allez voir, l'année prochaine, d'autres vont venir. Ils vont encore acheter, il y aura de la surenchère et on va finir par fermer la Sonacos. Parce qu'aucun investisseur ne va mettre un franc dans une industrie de transformation qui n'est pas capable d'avoir des intrants. C'est évident, ça c'est de l'économie simple. Aujourd'hui, les Turcs proposent des alternatives pour redorer le blason de l'agriculture au Sénégal. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire comme les autres? Tout le monde va faire comme les autres. Ils vont venir chez les Chinois, ils ont un produit de qualité qui est disponible, ils mettent le bon prix, ils récupèrent et ils vont développer leur industrie et leurs emplois. Et nous, on n'a que nos yeux pour pleurer. Et on se met à essayer, on fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Mais les paysans ont de quoi se nourrir quand même. Attention, ils vont vendre leurs produits au bon prix, ils vont avoir de quoi se nourrir pour une période de l'année, mais avec les différentes crises que nous traversons ici, ils vont se retrouver avec un problème de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, vous avez vu l'augmentation des prix, électricité en cascade sur tous les produits, ils vont essayer, ils vont avec ce peu qu'ils ont gagné, augmenter leurs dépenses et il n'y aura pas d'épargne. S'il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'investissement. L'année prochaine, ils vont revenir. S'il pleut, on prie pour que... Ils dépendent de tellement de facteurs exogènes qu'on n'est pas dans une économie stable qui permet d'améliorer les conditions de vie des paysans.
c'est un échec économique. Donc vous pensez qu'on n'a pas une bonne politique agricole? Non, malheureusement. Nous allons parler de l'actualité de cette semaine. C'est la venue de Recep Tayyip Erdogan au Sénégal, qui est accompagné de plusieurs de ses hommes d'affaires pour venir investir ici au Sénégal. Est-ce un partenariat gagnant-gagnant? En fait, c'est un partenariat qu'il faut saluer. Parce que quand un pays vient au Sénégal pour investir, surtout que c'est une diversification, avec le peuple turc qui a une belle histoire et une très bonne relation avec le Sénégal, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Ils sont dans leur logique et c'est une logique qu'on ne peut pas critiquer. Venir avec ces hommes d'affaires pour développer le partenariat, c'est à saluer. Maintenant, c'est aux Sénégalais d'en faire un partenariat gagnant-gagnant. En tout cas, c'est gagnant de leur côté. Ça ne doit pas être perdant de notre côté et malheureusement, ça l'est. Ça l'est notamment sur la question du fer. Aujourd'hui, nous avons attribué à Tosyali, une société turque, l'exploitation du fer, pas des minerais. Ils vont mettre en place une aciérie qui va ramasser de la ferraille, qui va importer du fer pour transformer et envoyer ça à l'étranger. Aujourd'hui, comment peut-on, dans un pays, avoir un minerai de fer, 705 millions de tonnes, avoir l'énergie, avoir de quoi faire un train, parce qu'on a fait un TER, 750 km, pour le faire, tu aurais moins dépensé que pour le TER, pour venir jusqu'au port de Bargny. Avoir un port, avoir le foncier qu'il faut, et ne pas aller vers la transformation pour créer des emplois, pour exploiter les 10 millions au moins de tonnes de fer que vous pouvez prendre par année, nous consommons qu'1 million, exporter, avoir des devises, avoir une économie forte, faire décoller une industrie sidérurgique. C'est pour cela que, sous la conduite du président Atepa, à la veille des élections, nous nous étions complètement opposés à l'attribution du minerai de fer dans les conditions dans lesquelles ça devait être fait. Aujourd'hui, ils n'ont pas attribué les minerais de fer, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont agréé la société turque comme zone économique spéciale, avec une batterie d'exonération pour l'encourager à faire quelque chose qui est en deçà de ce que le Sénégal aurait dû faire et voulait faire avec Mittal, voulait faire avec Kumba Ressources. Est-ce que c'est pas pour ne pas perdre le fer quand même? Parce que depuis 1930 ou bien environ 1930, le fer est là-bas au Falémé, mais pas exploité. Non, on ne peut pas perdre ce fer. Il est là au Sénégal. C'est des montagnes qui sont là, qui appartiennent aux ressources naturelles. Mais il faut bien les gérer. Il faut bien les exploiter. Aujourd'hui, on a des pays qui le font. Aujourd'hui, moi, je peux vous parler d'un pays qui a 12 milliards de tonnes de fer, qu'il a attribué, qui a donné comme mission à une société de lever des fonds à partir de ça pour construire des infrastructures à hauteur de 5 milliards de dollars. Donc, c'est juste un problème de choix, d'ambition politique, d'ambition économique. Si vous n'avez pas d'ambition, vous vous contentez de peu. Et je pense que le Sénégal se contente de peu. Mais est-ce qu'on n'avait pas déjà perdu, concernant le fer de la Falémé, avec l'accord à l'amiable avec ArcelorMittal et l'État du Sénégal, à 150 millions au lieu de 5 milliards? Aujourd'hui, on parle de Tosyali. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle perte? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, le fer a été attribué à Kumba Ressources. À un moment donné, l'État l'a retiré pour obtenir de meilleures conditions avec Mittal. Mittal a décidé d'investir 2,2 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien, de faire le chemin de fer dont j'ai parlé, de faire le port de Bargny, de créer 10 000 emplois. C'était ça l'accord. À un moment donné, Mittal a reculé en se disant, bon, les réserves, c'était pas tellement ça. Ensuite, ils ont eu des problèmes, des difficultés avec la crise des subprimes en 2008. En 2009, ils sont partis. Donc la bataille du Sénégal, c'était de récupérer le fer. Ce que le Sénégal a fait, c'est qu'il faut saluer. On a récupéré la mine de fer et on a été indemnisé. Cette indemnisation a permis de payer Kumba Ressources, qui nous a condamnés parce qu'on lui a retiré la mine pour la donner à Mittal. Le montant, comment ça s'est fait, ça, l'histoire le clarifiera. Il y a eu une polémique dessus, est-ce qu'ils ont reçu ça, est-ce qu'ils n'ont pas reçu, ça c'est un autre problème. Mais au moins le Sénégal a récupéré le fer. Quand vous faites
tous ces efforts pour récupérer cette mine avec son importance, vous devez faire en sorte que la transformation se fasse. Il fallait mettre en route la transformation. Surtout qu'entre-temps, les conditions ont changé. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? On a eu l'énergie. Donc, avec l'énergie, parce que la transformation du fer est énergivore, on a l'énergie. Et deuxièmement, on a le port. Donc, c'était la voie royale. On a tout pour transformer. Malheureusement, on n'est pas allé dans cette direction. Et ensuite, il doit y avoir de la transparence dans l'attribution des ressources naturelles. Aujourd'hui, il y a une constitution, une nouvelle constitution en 2016 qui dit que ces ressources appartiennent au peuple. Mais le peuple n'est même pas informé. Avez-vous les informations? Personne ne sait ce qui s'est passé. Ensuite, l'Assemblée nationale n'est pas dans le processus d'attribution. On se réveille un beau matin, Tossiali, voilà, un nouveau mot, une nouvelle entreprise qui entre dans le langage économique du Sénégal. Personne ne sait dans quelles conditions ça a été attribué. Mais est-ce que vous avez vous aussi les informations, vous qui criez? Mais nous ne crions pas, nous sommes en train de nous battre pour expliquer aux Sénégalais que les ressources qui appartiennent à tout le monde doivent être transformées pour créer des emplois, pour que les jeunes trouvent du travail, pour que nos ports, pour que nos aéroports, pour que nos mers ne soient pas des voies pour la drogue, pour l'immigration mortelle, pour l'ensemble du terrorisme. Pour éviter ça, il faut que nos infrastructures, notre chaîne logistique servent à cela. Et c'est possible. Mais c'est quoi le problème des autorités ou de l'État? On arrive à négocier très mal nos contrats. On a vu que tous les contrats qui concernent nos ressources sont entourés de nébuleuses. Mais justement, voilà la grande question de la gestion transparente de nos ressources naturelles. Et c'est la clé. Aujourd'hui, tant qu'on ne comprend pas que ces ressources naturelles sont le levier essentiel pour transformer notre pays. Je vous donne l'exemple de l'Europe. Comment l'Europe est partie? L'Europe est partie de la déclaration de Schuman, qui a créé la communauté économique du charbon et de l'acier. C'est à partir de ces deux ressources-là, du charbon et de l'acier, ils ont mutualisé et ils ont créé une entente qui permet de l'exploiter, la production et tout. Aujourd'hui, ça a donné l'Europe. Et c'est pour ça que cette Europe s'est développée et a investi l'argent dans son agriculture, qui nous envoie des produits, qui nous fait signer des APE, qui empêche que nous empruntions la même voie. La Chine a emprunté la même voie, avec la route de la soie, et aujourd'hui la nouvelle route de la soie. Tous les pays ambitieux ont emprunté des voies qui partent de la transformation. Et c'est ça. Et aujourd'hui, au Sénégal, il y a des initiatives de ce genre. Vous avez suivi l'initiative de la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium qui est lancée par Pierre Atepa. C'est la même chose. C'est la transformation. Aujourd'hui, avec l'énergie que nous avons, la bauxite de la Guinée peut être transformée. On aura l'aluminium nécessaire pour tous les schémas de construction, pour l'exportation partout, et on va préserver nos forêts. Donc, le problème de fond, c'est que si les États africains ne comprennent pas que l'Afrique doit cesser d'être un réservoir d'où puisent les États étrangers pour se développer, on n'avancera pas. Pourquoi détenir toute cette expertise-là et ne pas vouloir le partager avec le président de la République qui vous a convié à la table du dialogue national? Oui, mais attendez, il ne faut pas que nous, on pense que le Sénégal a choisi une voie qui repose sur un endettement excessif avec des moteurs de croissance qui ne permettent pas de raboter la pauvreté. Un endettement avantageux selon lui. Excessif. On ne dit pas que cet endettement a atteint les critères de convergence. Mais c'est un endettement étranger orienté vers des investissements qui ne sont pas inclusifs. Ça ne permet pas, comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, le tourisme, de faire travailler les Sénégalais et l'investissement, les produits restent au Sénégal. L'investissement que nous avons, les produits sortent. Les dividendes sortent, les intérêts, et puis tu rembourses la dette. Donc le service de la dette est très élevé. Tu payes énormément d'argent tous les mois, avant de payer les salaires. Donc c'est une voie qui ne marchera pas. Il faut changer de cap. Il faut savoir changer de cap. Si le gouvernement pense que c'est cette voie-là, nous ne pensons pas. Donc nous avons un programme politique, tabac, qui consiste à aller vers une autre voie que nous avons théorisée du début à la fin. Donc nous ne sommes pas des consultants pour dire au gouvernement fait ceci, fait cela, ou bien aller dans des dialogues pour... Vous dialoguez avec quelqu'un qui est en train de prendre toutes les mesures. Aujourd'hui, ils ont tout attribué
Après, vous allez dialoguer de quoi? Après, on va vous utiliser comme faire-valoir pour dire il était au dialogue, tout le monde est d'accord. Ceux qui vont au dialogue, ils sont libres. Mais pour la constitution du Sénégal, vous pensez que vous nous n'avez pas votre mot à dire? Nous avons non seulement notre mot à dire, nous avons mis notre main à la pâte depuis notre jeune âge. Nous n'avons fait que ça, travailler pour la construction du Sénégal. Mais il arrive un moment où il faut faire un bilan. Et quand tu fais le bilan aujourd'hui, c'est un changement de cap qu'il faut. Et ce changement de cap, il est politique. C'est à travers le combat pour la conquête du pouvoir qu'il faut avoir les leviers qu'il faut pour changer le Sénégal. Sinon, on ne se développera pas. C'est comme si la politique intéresse plus les partis politiques parce qu'ils étaient tous présents au dialogue politique. Pour le dialogue national, non, c'est différent. Non, ce qu'on appelle ici le dialogue politique, c'est d'ailleurs un mot qui ne convient pas. C'est juste les concertations sur le processus électoral. Là aussi, l'intégrité électorale et les droits et libertés, vous avez suivi le dossier de Guy Marius Sagna, ont été complètement remis en cause. Maintenant, si on vous donne l'occasion de venir pour changer cette situation, vous venez. Ce qu'on peut faire pour l'avenir. Mais on ne peut pas, un gouvernement qui est un pouvoir qui se dit élu à 58%, qui a un programme politique PSE qu'ils veulent appliquer, mais ils les appliquent, les autres apprécient. Aujourd'hui, c'est un problème d'orientation politique, de changement de cap. Et malheureusement, c'est vraiment dommage. C'est pas transparent, c'est pas opportun, c'est pas pertinent. La façon dont nos ressources naturelles sont exploitées. Et ce n'est pas seulement le fer. Hein. Vous avez vu le pétrole et le gaz. En faisant un nantissement du 10e de la valeur de notre gaz, nous avons 8 000 milliards qui permettent de financer entièrement l'éducation. Éducation gratuite. Et tout le budget qui était destiné à l'éducation, vous l'envoyez à la santé, gratuité des médicaments. Vous développez une politique de transformation, vous réglez le problème de l'éducation. Donc vous avez un capital humain épanoui. Et c'est ce capital humain épanoui qui permet, avec la recherche, vous mettez 50 milliards à la recherche, vous investissez sur l'agriculture, l'artisanat avec un office, avec l'office sénégalais de l'artisanat, vous mettez 350 milliards et tout le monde va vivre correctement et de son travail. C'est la voie qui est empruntée. La voie empruntée, c'est cette voie-là qui est mauvaise. Peut-être les Sénégalais vont vous écouter, vous entendre, parce qu'à chaque fois on voit des populations manifester, ou bien même la société civile manifester, mais sans les Sénégalais. Oui, mais vous savez, chacun a sa façon d'exprimer sa contestation. Il y a des gens qui ont raison dans leur salon. Il y a d'autres qui sont sur le terrain politique qui se battent. Et ça dépend de leur niveau de conscience. Et vous faites partie de quelle frange? Jugez vous-même. Nous étions dans la fonction publique. Nous avions travaillé dans l'État. Nous avons travaillé dans le privé. À un moment donné, nous avons démissionné de tout ça pour nous engager dans la voie politique et sur le terrain. Nous avons un parti politique que vous avez cité, qui est dirigé par Mornia et le secrétaire général, qui est en train de s'implanter. Donc, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir quand est-ce que le déclic va arriver pour que le peuple prenne en main son destin. La question est de savoir ce qu'il faut faire pour rendre conscientes les populations de leur situation. Il faut que les gens comprennent que la mauvaise politique a des conséquences sur leur vie quotidienne. Si aujourd'hui on augmente le prix de l'électricité, c'est parce que justement le schéma qui a été retenu pour régler le problème de l'énergie a échoué. Est-ce que vous pensez que le président de la République a la capacité de rectifier le tir avant la fin de son mandat? Bon, la rectification, c'est toujours possible. Si vous avez la volonté de rectifier, si vous n'avez pas peur de rectifier aussi. Mais est-ce qu'il a la capacité? Si vous avez l'humilité de rectifier, vous pouvez rectifier. Parce que le Sénégal a les ressources quand même humaines nécessaires. Et le Sénégal a toutes les potentialités pour rectifier. Est-ce qu'on a cette force quand même? Non, cette force pour exploiter non, si vous avez cette responsabilité, la conscience de votre responsabilité. Parce que quand on vous donne le pouvoir, vous devez être inquiet. Parce que c'est tout un peuple qui nourrit un espoir en pensant que vous pouvez utiliser toutes les capacités de ce pays et les ressources de façon optimale. Si vous n'êtes pas capable, en cas d'erreur, ou bien quand vous constatez que la politique que vous pensiez être bonne, quand vous voyez tout de suite que ça ne donne pas les résultats, il faut rectifier. Mais rectifier, ça ne veut pas dire changer de slogan. Aujourd'hui, ils ont changé de slogan. Maintenant, ils disent zéro déchet, zéro bidonville, accès universel à l'eau, accès universel à l'énergie. C'est des slogans qui n'ont aucun sens.
Ils n'ont aucun sens. Prenons l'exemple des bidonvilles tout de suite. Vous prenez les bidonvilles, il y a 8000 hectares de bidonvilles au Sénégal. Le rythme d'absorption de ces bidonvilles est extrêmement faible. C'est 25 hectares à peu près. C'est-à-dire restructurer les bidonvilles, mettre des rues, mettre des écoles, mettre de l'eau, l'électricité. Pendant 10 ans, vous ne pouvez pas avoir 25 hectares. Aujourd'hui, vous dites que vous voulez le faire en 5 ans. Zéro déchet. Vous imaginez? Donc, c'est des slogans pour endormir les populations. Pendant ce temps, les prix augmentent. Un système qui revient. Pendant ce temps, les grèves sont là. Pendant ce temps, les problèmes de santé sont là. Pendant ce temps, l'insécurité est là. Pendant ce temps, les jeunes chôment. Donc, vous ne faites aucune politique publique qui a une externalité positive sur la vie des citoyens. Alors, c'est ça la politique. La politique, c'est de changer la vie des citoyens tous les jours. Je me réveille le matin, je peux manger, je peux avoir mon petit déjeuner à un prix qui correspond à mon pouvoir d'achat. Je peux avoir du travail. Vous n'offrez pas de travail. Donc, aujourd'hui, on est en panne. Il faut changer de cap. Qui a la responsabilité de changer le cap? C'est ceux qui ont été élus. C'est les Sénégalais. Est-ce que ça va changer même avec ces Sénégalais-là qui ont élu même le président? Non, les Sénégalais sont obligés d'élire quelqu'un. Parfois même, ils n'élisent personne. Ils dégagent quelqu'un. Ça arrive, c'est tous les peuples. C'est comme ça que ça se passe. À un moment donné, on leur fait un discours, ils sont d'accord avec ce discours, ils votent dans un sens donné. Mais quand la situation arrive à ce niveau quand même de difficulté, je pense que ce n'est plus un problème de politique. Ce n'est plus un problème de politique. Merci à vous, Dr Boubacar Camara. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite avec la vue du net avec Issa Tine. Issa, vous nous parliez de l'anniversaire de Guy Marius Sagna célébré en prison. 41e anniversaire de Guy Marius Sagna célébré dans les réseaux sociaux sur Tawa. Comme vous l'avez dit, il célèbre son anniversaire en prison, mais également les Sénégalais ont célébré l'anniversaire de Guy Marius Sagna, le dirigeant de Frappe France Dégage qui a été arrêté. Donc il y a de cela quelques mois, mais toujours en prison au camp pénal de Liberté 6, très commenté par nos amis du net. Aïda Samir Sek qui dit « Joyeux anniversaire aux compagnons, aux combattants, à l'ami, aux prisonniers politiques que ce gouvernement a fait de toi. Guy Marius Sagna, je dis ceci, je te connais très solide, très fort mentalement. Tu as toujours eu et continueras à avoir le courage de tes idées. » C'est ce qu'a déclaré donc Samir, une autre personne, Papis Ndim, qui dit « Joyeux anniversaire Guy Marius Sagna ». Dialagui Kane qui déclare aujourd'hui, jour de son anniversaire, « Nous avons une pensée solide pour Guy Marius Sagna, abusivement maintenu en prison. À bientôt, Djambar ». Papis Ndiaye qui dit « Joyeux anniversaire Djambar, l'amour d'un père pour sa fille ». Impossible de ne pas penser à Kobe Bryant, mourir avec son enfant, sa fille, sans rien pouvoir faire, m'a remis à l'esprit le témoignage d'Ali Haïdar sur le naufrage du bateau de Joola. Donc la mère qui entrelaça son enfant en attendant la mort, trouvé dans les profondeurs du bateau de Joola, se trouvait prisonnier de son moyen de transport. C'est ce qu'avait déclaré Ali Haïdar à l'époque, et cette personne donc l'a rappelé. C'est un peu comme se retrouver Sunugal Moïdik, et tu ne fais rien, une grande prison où tu es destiné à mourir ou souffrir en silence pendant que s'empiffre au calme fêter son anniversaire sans lumière sur ce qui est devenu Guy Marius Sagna, ou bien même son cas, derrière les grilles, juste parce qu'il s'est accroché aux grilles du palais de la République pour crier non à la hausse de l'électricité, aura suffi à rendre l'atmosphère électrique. C'est ce qu'a déclaré Papis Ndiaye Abdou Khadrlo qui dit « Je n'ai jamais rencontré Guy Marius Sagna ni même échangé avec lui de manière directe ou indirecte. Sa lettre publiée hier du fond de sa cellule devrait mettre mal à l'aise et en colère tout Sénégalais épris de justice en 2020. Guy Marius Sagna est probablement le seul Sénégalais qui préfère renoncer à son confort personnel pour discuter ses idées et le Sénégal. On peut discuter de ses méthodes, mais jamais de son amour pour son pays et le mieux-être de tous les Sénégalais. Ce 29 janvier, il passera son anniversaire derrière les barreaux. C'est au camp pénal de Liberté 6 au Diop Ndiaye.
Monsieur Camara, un mot par rapport à cette incarcération de Guy Marius Sagna? Oui, c'est d'abord encourager Guy Marius Sagna, que je connais très bien. Et je considère que l'erreur monumentale du pouvoir, c'est de penser qu'ils peuvent bâillonner en mettant les gens en prison, ils peuvent réduire l'intensité de leur lutte. C'est une erreur monumentale. Donc, ce que je voudrais dire simplement, c'est l'encourager et montrer que c'est un signe aujourd'hui de l'intégrité, de la violation de l'intégrité des droits et libertés. Aujourd'hui, si on arrête des gens parce qu'ils ont touché la grille du palais, ils manifestent. Quand on arrête des citoyens parce qu'ils ont distribué des tracts, ça veut dire que c'est le début de l'affolement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme un recul démocratique. Merci à vous, Monsieur Camara. Et nous passons tout de suite à la revue de la presse africaine qui porte la signature de Safietou Cissé. Bonsoir. Fallou Diop est le 17e talibé victime de maltraitance ayant abouti à la mort, selon le décompte macabre de Sénéweb qui cite le quotidien Libération. Entre 2017 et 2018, 17 talibés ont été tués du fait de violences, d'actes de négligence ou de mise en danger. 61 cas de violences physiques ont été enregistrés, 15 cas de viol, tentatives de viol ou d'abus sexuels. 14 cas d'enfants enchaînés ont été aussi notés, dont 43 des cas d'abus signalés. Des enfants s'étaient fait battre par un marabout ou un assistant pour ne pas avoir rapporté le versement journalier exigé. Toute cette barbarie sur les enfants talibés est restée jusque-là impune, se désole mon confrère. Talibé battu à mort, Netali.com nous livre ce qui s'est réellement passé et le site d'expliquer qu'en fait, tout commence le dimanche 26 janvier 2020 vers 14h dans le Dara de Serigne Ahmadou Mbacké, situé à 25 km de Tchilel, un village perdu dans le département de Linguère. Fallou Diop est tabassé pour n'avoir pas maîtrisé sa leçon du jour et c'est un autre talibé âgé d'une quinzaine d'années qui est pointé du doigt. Selon les sources du site, c'est aux environs de 17h que Djibi Ndiaye, responsable du Dara, découvre le corps sans vie du petit Fallou. Informé, le propriétaire du Dara, Serigne Ahmadou Mbacké, joint aussitôt les gendarmes pour les informer du drame. C'est alors que le commandant de la gendarmerie de Linguère et ses hommes effectuent le déplacement sur les lieux. Ils sont d'ailleurs accompagnés par l'infirmier chef de poste de Tchilel. Après avoir fait le constat, les gendarmes interpellent Djibi Ndiaye et le présumé meurtrier. Après l'enquête préliminaire, ils ont été déférés ce mardi au parquet de Louga. Mais le procureur n'a pas pu les entendre. Ils bénéficient alors d'un retour de parquet. Mais ils vont retourner dans le bureau du procureur ce mercredi, déférés ce mardi au parquet de Louga. Restons d'ailleurs avec nos confrères du site qui, sur un registre tout autre, nous apprend que le tribunal correctionnel de Dakar a condamné ce mardi 28 janvier 2020 le site d'information leral.net à allouer la somme de 3 millions de francs CFA au ministre Alioune Sarr pour l'avoir diffamé. Le directeur de publication du site leral.net, Mamadou Fall, et son reporter Mame Diarra Fall ont été déclarés coupables de diffamation au préjudice du ministre en charge du tourisme et des transports aériens. Ils sont condamnés à 3 mois assortis de sursis et à une amende de 100 000 francs CFA. Ils doivent solidairement allouer la somme de 3 millions de francs CFA au ministre Alioune Sarr. Le ministre s'est senti diffamé par un article publié par le site le vendredi 4 octobre 2019 et intitulé « Au lieu de promouvoir le Sénégal, Alioune Sarr et sa clique font la bamboula au Salon mondial du tourisme » dans la citation
diffusion directe, Maître Hassim Touré et Maître Mbaïdjan reprochent aux journalistes d'avoir traité leurs clients de mauvais ministres de la République, dilapideurs de ressources publiques, mettant en avant ses intérêts personnels, à la fois suspects et versant dans le népotisme, mais également un mauvais père de famille et ou mari entretenant des relations suspectes avec une sulfureuse. Selon les termes de la citation, le site a écrit Alioune Sarr, pour ne pas le nommer, a dilapidé les maigres ressources de son département pour un salon dont les éditions précédentes n'auront pas rapporté plus d'une dizaine de touristes. Au Sénégal, le même article accuse le ministre d'avoir eu recours à une entente directe en confiant le marché de communication du salon à Mondialcom de la sulfureuse Ami Sarfal. Pour les deux avocats, ces propos portent à l'évidence gravement atteinte à l'honneur et à la considération. C'est pourquoi le ministre Alioune Sarr réclamait le montant d'1 milliard de francs CFA au titre de dommages à intérêts. RFI Afrique, pour sa part, note et fait remarquer que pour le moment, aucun cas de coronavirus n'a été confirmé sur le continent africain, malgré les suspicions, notamment en Côte d'Ivoire et au Kenya. Mais le directeur du Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies se montre réaliste. Unis à Ouagadougou, au Burkina Faso, les chefs d'état-major des armées du G5 Sahel ont procédé à la révision de leurs documents cadres. À l'issue de la rencontre, les responsables se sont entendus sur l'élargissement des marges de manœuvre des différentes armées de l'organisation, rapporte maluactu.net. Bouclons avec nos confrères de guinénews.org qui soutiennent qu'avant même les manifestations du mardi 28 janvier 2020, un jeune de 19 ans a été tué par balle aux environs de 2 heures du matin. La veille à Kossa, les forces de l'ordre sont accusées de l'avoir tiré dessus et l'achevé par bastonnade. Mais ce qui a irrité le Front National pour la défense de la Constitution, c'est le fait que le corps de cette victime a été rejeté par plusieurs structures sanitaires, notamment l'hôpital sino-guinéen de Kipé et l'hôpital national Ignace Nden. Sur ce d'ailleurs, le FNDC accuse les autorités guinéennes d'avoir donné l'ordre aux hôpitaux de ne pas recevoir ce corps dans leur morgue. Merci à vous, Safietou Cissé, pour la revue de la presse africaine. Mais avant de clore, nous allons féliciter notre invité, le docteur Boubacar Camara, qui a été primé personnalité politique de l'année 2019 de la Calebasse de l'excellence. Félicitations à vous, docteur. Merci beaucoup. Et ce prix, je l'ai dédié aux femmes de Djengou Tabakh, à la tête desquelles se trouve Madame Ndeye Awadien. Elles sont en train de faire un excellent travail pour la massification de notre parti. Merci. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Issatine. Merci à vous. Merci à notre invité. Merci également à toute l'équipe technique, Amdi Sidibé, Pape Modoufei et ma Alune Sitoé Diata, à moi, Mami Kanté. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellent moment en compagnie des programmes de Walfadjri. Bien à vous.